Dans ce numéro de l'Envol, le magazine du parc des Marais du Cotentin et du Bessin, nous mettrons les mains dans la terre et nous en ferons jaillir de l'eau. Nous ferons pleurer les sphènes, nous éviterons soigneusement de déranger les araignées. Nous découvrirons des plantes carnivores nommées rosées du soleil et nous ferons un bout de chemin à bord d'un train tout droit sorti d'un autre âge. Nous explorons aujourd'hui les zones des tourbières. En apparence, une tourbière est un espace ouvert, parfaitement plane, qui ressemble vaguement à une prairie. La végétation y est rase, les arbres absents. Pour le promeneur néophyte, le seul changement évident se situe au niveau de ses pieds. En effet, quand on marche sur une tourbière, on a parfois l'impression de se déplacer sur un coussin flottant. Ce phénomène est dû à la présence dans le sol d'eau en très grande quantité. La formation de la tourbe résulte en effet de l'accumulation millénaire d'une matière organique qui s'est dégradée de manière incomplète dans un milieu immergé. Le phénomène de turbification s'est produit dans les vallées de la Douve, de la Taute et de la Sève, sur une surface estimée à 16 000 hectares. Pour en savoir plus, rendez-vous dans l'une des réserves de tourbières de plaine les plus remarquables de France. Alors ici, nous sommes sur la réserve naturelle nationale de la Sensurière et de la Driènerie, donc sur la commune de Deauville, entre La Haye-du-Puy et Saint-Sauveur-le-Vicomte. Alors cette tourbière, elle a commencé à se former il y a 10 000 ans. Et au cœur de la tourbière, dans la zone la plus profonde, on peut avoir jusqu'à 10 mètres de tourbe, 10 mètres d'épaisseur de tourbe. Et on a calculé qu'ici, on avait à peu près 17 millions de mètres cubes d'eau contenus dans la tourbe. Donc c'est vraiment un énorme réservoir. Ça fonctionne comme une éponge en fait, une tourbière. Ça accumule l'eau en période de pluie et puis ça relargue l'eau en période de sécheresse comme maintenant par exemple. Sphègne, rhincospore blanc, piment royal, spirante d'été, linaigrette, marisque, lobélie brûlante sont autant d'espèces que l'on ne rencontre que dans les tourbières. Alors ici en fait c'est un milieu peu spectaculaire, mais pour les botanistes qui le visitent c'est un vrai paradis parce qu'on a toutes sortes de plantes très très rares et ce sont des espèces particulières parce que la tourbe en fait, les tourbières ce sont des milieux pauvres, donc elles ont dû développer toutes sortes d'adaptations pour réussir à pousser dans ces conditions difficiles. Donc c'est par exemple sur les tourbières qu'on trouve les plantes carnivores comme les drosera, plantes dont les feuilles sont bordées de gouttelettes de glu et donc ces petites plantes capturent sur leurs feuilles des insectes. Les insectes sont attirés par les gouttelettes qui viennent boire. Et en fait, ils se font prendre au piège, ils sont englués sur les feuilles et la feuille se referme lentement et libère des enzymes qui vont digérer l'insecte. Et donc la plante peut récupérer comme ça la matière minérale, notamment de l'azote, qu'elle ne trouve pas dans le sol. Classées réserve naturelle depuis 1991, les tourbières de la Sensurière et de la Driènerie accueillent encore des activités agricoles. Mais pour les parties les plus humides et fragiles, le parc des Marais a mis en place des actions de génie écologique afin de maintenir le milieu ouvert. On y emploie des machines agricoles adaptées, mais aussi des méthodes plus traditionnelles comme la mise en place de pâturages équins. La gestion des espaces naturels, c'est pas du tout une mise sous cloche, parce que si on abandonne un milieu comme celui-ci, progressivement il va s'embroussailler. Il y a des ronciers, des arbres qui vont s'installer, comme ici des saules, et on va finir vers un boisement qui est en fait un type d'habitat assez banal, alors que la tourbière ouverte telle qu'elle est là est beaucoup plus riche en espèces rares et à protéger. La tourbe, parce qu'elle contient beaucoup de carbone, est un excellent combustible. Cette propriété, connue des habitants des Marais qui l'ont récoltée pendant des siècles, va connaître un élan nouveau à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, le charbon vient en effet à manquer et la tourbe devient une alternative énergétique intéressante. Commence alors son exploitation industrielle. Dans les marais de Gorges, ce sont près de 400 hectares qui sont ainsi mobilisés. La tourbière est extraite, transformée en briquettes, puis utilisée comme combustible domestique dans les poêles et les fourneaux. Mais dans les années 50, face à la concurrence du charbon, cet usage est abandonné. Il faut attendre l'installation à Baute d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de texturants agroalimentaires pour que l'exploitation de la tourbe reprenne vie. L'usine, qui produit des hydrocolloïdes, va en effet utiliser la tourbe pour satisfaire ses besoins énergétiques. En 1995, pour des raisons essentiellement environnementales, l'usage combustible de la tourbe est arrêté. Aujourd'hui, la tourbière de Baute est en cours de réhabilitation. La tourbe à usage horticole y sera encore extraite à un rythme réduit pendant quelques années,
puis la tourbière sera rendue à la collectivité, pour devenir alors, on le suppose, un espace protégé. Direction maintenant le centre de production de Cargy-la-Baute pour découvrir un site de 480 hectares en voie de naturalisation. Donc ça c'est le train qui permettait tout le transport du personnel, hein, lorsque on travaillait avec 30 personnes, donc ils travaillaient en 2-8, le wagon était le seul moyen de locomotion que l'on avait donc, pour transférer donc, le personnel donc, de l'usine à la carrière en fin de compte, à l'exploitation de la tourbière. Donc là aujourd'hui, donc depuis 2004, donc l'ancienne exploitation donc, est en phase de réhabilitation, ce qu'on appelle de réhabilitation. On a commencé un programme de remontée des eaux. L'exploitation a fait une grande cuvette de 400 hectares avec des profondeurs de 5 à 6 mètres hein, sur les zones les plus profondes. Et là, donc depuis 2004, on fait remonter l'eau progressivement pour atteindre l'équilibre naturel à l'échéance de 2026. Là, vous avez une tourbe, même si qui paraît poussiéreuse, mais qui est encore à peu près à 40% d'humidité. Et pour mesurer donc, le taux d'humidité donc, de la tourbe, donc, on la presse. Et lorsqu'on est à peu près à 85, eh ben, on a l'eau qui vous gicle entre les doigts. Parcourir les espaces de tourbière est aussi l'occasion de renouer avec une tradition aujourd'hui disparue dans les marais, le droit de tourbage. Une activité qui permettait d'améliorer la vie des plus pauvres des habitants des marais. Les habitants des communes, donc il y avait ce qu'on appelle un droit de tourbage, donc ils coupaient donc, les biettes une journée par an, ils les laissaient sécher. Donc ça c'est une biette de tourbe hein, qui était exploitée il y a à peu près 70 à 80 ans, qui avait été coupée et qui a été conservée. Et là on voit encore même vraiment le jonc de la couche superficielle. Et ça, ça roule très très bien dans une cheminée. Après avoir évoqué leurs usages écologiques et économiques, laissons maintenant à Jules Barbet d'Aurevilly, cet illustre habitant des marais, le soin de conclure cette édition de l'Envol, d'exploiter le potentiel romanesque des tourbières et surtout de nous livrer le secret de l'origine du nom de la réserve de la Censurière. Cette espèce d'abîme de limon perfide et dangereux qu'il fallait traverser sur une chaussée rompue n'avait rien de rassurant. Ce soir-là, au bord d'une eau qui n'était plus même glauque sous ce ciel éteint et qu'encaissait une gluante argile au ton verdâtre, Néel vit une petite fille esselée qui plongeait courageusement une de ses jambes nues dans le gouffre immonde et pêchait au sangsues en faisant un appôt aux âpres suceuses de sa chair d'enfant. Car c'est du sang qu'il faut donner pour avoir de ces bêtes à vendre aux herboristes des bourgs voisins.